14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio. Si vous écoutez beaucoup cette émission, vous le savez, j'attache énormément d'importance à nos sens. Mais j'aime aussi ce mot parce que mettre du sens, oser les sens interdits, bref, pour moi la vie est une route à prendre dans le bon sens. Et pourtant bien des gens la vivent sans y mettre de sens. Eh bien aujourd'hui je suis avec un écrivain qui aime justement mettre du sens dans ses romans. Il est avec nous pour ces 2 heures, Gilles Le Gardinier. Il nous revient avec un roman dont le titre m'a déjà interpellé. J'ai commencé par mourir. Vous avouerez que c'est un petit peu surprenant comme titre. Et justement, certains sages disent qu'il faut découvrir qu'on va mourir pour enfin vraiment vivre sa vie. Eh bien, c'est un peu notre thème aujourd'hui. Quel sens donner à son existence? Comment faire pour vivre pleinement sa vie? Est-ce que vous avez trouvé, vous, le sens de votre vie, ou est-ce que vous êtes peut-être encore en train de le chercher? À moins que vous ayez choisi le non-sens, mais ça m'étonnerait bien parce que si vous nous écoutez, c'est que certainement vous aimez le sens de la vie. Donc, durant ces 2 heures, on va aller dans le bon sens et je vous invite à nous rejoindre en nous appelant au 0826 300 300. Je me suis un petit peu amusée en écrivant l'introduction de l'émission, Gilles Le Gardinier. C'est vrai que le titre de ce roman, quand je l'ai reçu, c'est aux éditions Flammarion, j'ai commencé par mourir. Ça m'a interpellée parce que on se dit, et puis alors dès le début, en effet, on se dit, il va mourir le héros, qu'est-ce qui se passe? Et en fait, c'est un roman un peu policier, un peu fantastique. Vous êtes d'accord avec ces deux? Fantastique, je sais pas. Alors, bonjour Brigitte et merci de m'accueillir. Je suis très heureux d'être là. Fantastique, je sais pas. Humainement impliquant, j'espère. Ouais, un thriller, probablement, oui. Alors votre héros, on va juste raconter le début, mais rassurez-vous, je ne raconterai pas l'histoire. Ce serait dommage pour tous ceux qui vont dévorer le livre. Votre héros donc se retrouve héritier d'un manoir en Écosse, et au moment où il y va, il manque déjà de mourir d'un accident de voiture. Hein. Tout commence là déjà. Hein. On n'en dira pas plus. C'est gentil. L'idée, c'était effectivement de prendre un personnage. C'est ce que j'aime bien, en fait. C'est les gens se révèlent quand ils sont arrachés à leurs repères, arrachés à leurs habitudes, à leur routine. Et c'est ce qui arrive à Christopher Ronniard. Il se retrouve en Écosse, coupé de tout. Et surtout coupé de ses repères. Et là, il va devoir découvrir qui il est d'abord. Vous dites plusieurs fois alors c'est votre héros bien sûr, hein, mais je vais dire vous parce que on sait très bien que quand on écrit, on parle toujours un peu de soi. Aime bien sonder les gens, essayer de découvrir qu'est-ce qu'il y a derrière le masque, etc. C'est ça aussi que vous avez eu envie de montrer dans ce roman, c'est que derrière chacun se cache peut-être aussi quelqu'un d'autre. Tout ce qui est intéressant est au-delà des apparences. C'est-à-dire que dès que c'est montré déjà, ça a peu d'enjeux, c'est comme les cadeaux gratuits, ça n'existe pas. Tout ce qui mérite d'être découvert est souvent compliqué à atteindre. Les grandes promenades, au sens comme au figuré, les grands trajets, se font toujours au prix de déplacements parfois dangereux. Ce qui est accessible, et c'est vrai chez les gens aussi, ce qu'on voit en premier n'est pas toujours le plus intéressant. Donc votre héros, il va évidemment rencontrer beaucoup de problèmes. Ça le fait de plus en plus découvrir qu'au fond, il avait peut-être une vie un peu facile et qu'il y a peut-être autre chose qui est plus intéressant. Complètement, c'est une remise en cause de ce qu'il pensait acceptable. Et ça devient toujours intéressant quand les gens tombent l'armure ou quand on va au-delà de l'armure. C'est là où lui perd la sienne et il va être obligé de voir à travers celle des autres. Et puis il y a quand même aussi de l'amour dans ce livre, parce que c'est important. Hein. L'amour aussi nous transforme. Hein. C'est la seule chose qui peut nous changer et nous tenir. Oui. Alors, Gilles Le Gardinier, j'ai choisi comme thème aujourd'hui quel sens donner à son existence. Je disais dans l'intro qu'il faut savoir qu'on va mourir pour vraiment vivre. Vous êtes d'accord avec ça, j'imagine ? Oui, ça c'est évident. C'est ceux qui ont fait l'expérience ou de la souffrance ou de la perte de la vie qui peuvent effectivement en connaître le prix et la chance que c'est que d'être vivant. Et le sens qu'on donne à son existence, c'est pas si facile. Hein. Et pourtant, on sait que si on ne donne pas de sens, la vie est moins riche. Hein. J'aime beaucoup l'idée de donner un sens à sa vie ou d'en trouver un. Parce que d'en donner, je sais pas si on peut. Mais d'en trouver un, c'est évident. Mais je sais pas si j'ai trouvé le mien, en fait. Ah oui.
Non, je sais pas. Votre héros, il l'a trouvé en tout cas. On l'oblige à le trouver. Oui, donc il faut qu'on vous oblige à le trouver. Je sais pas, ne tentez pas le sort, Brigitte, s'il vous plaît. Mais je crois que pour beaucoup de gens, et c'est certainement ce qu'on va entendre, pour beaucoup de gens, c'est la famille, c'est l'amour qui donne du sens. C'est une base, c'est vraiment le moteur. Pour moi, en tous les cas, c'est le moteur. Et me donner à fond pour ce que j'aime, ça paraît extrêmement naturel et j'aurais tendance à dire que c'est ma fonction dans la vie. Mais après, pour moi-même, je sais même pas si j'ai... Peut-être que mon seul but sera et aura été de servir ceux que j'aime. Oui, mais on dit, notamment en psychologie, on dit que la religion, ou en tout cas la spiritualité et l'amour sont les deux choses qui permettent de donner du sens à sa vie. Donc quelque part, vivre pour ses proches et pour ceux qu'on aime, c'est peut-être déjà avoir du sens. Alors tant mieux, j'ai peut-être trouvé un sens à ma vie avec vous. Mais je sais pas. Je pense que c'est des notions qui sont plus faciles à comprendre presque pour quelqu'un d'autre de l'extérieur quand on a un passé, peut-être un bagage. Moi, je suis un instinctif qui ressent beaucoup. J'évite je sais pas comment le dire, presque de disséquer le Père Noël avant d'y croire. Vous voyez ce que je veux dire ? Et du coup, je sais pas si en analysant trop, je risque pas de perdre une partie de cette candeur. C'est ce que disent beaucoup d'artistes d'ailleurs. Ils ont toujours peur de travailler trop sur eux parce qu'ils ont peur de perdre leur créativité. Il y a de ça, ouais. Ouais. Alors c'est pas tant ma créativité, c'est que le goût de la vie, il est lent des autres. J'ai pas trop envie. Je sais pas si je dois tout comprendre. J'ai déjà pas compris grand-chose. Est-ce que le fait d'être né pas dans une famille, j'allais dire traditionnelle, ça peut expliquer aussi tout ça, cette peur finalement de trop connaître d'où on vient, qui on est Non, pour le coup, ça je l'analyse bien. Donc effectivement, je suis fils adoptif, mais je pense qu'on ne court qu'après ce qui nous manque. Et moi, j'ai eu une enfance parfaitement heureuse avec des parents qui ne m'ont peut-être pas donné une vie biologique, mais qui m'ont donné tout le reste. Et d'accord. Ma mère disait un truc fabuleux. Elle disait il y a des gens qui font les enfants et des gens qui les aiment. Et des fois, ce ne sont pas les mêmes. Et moi, j'ai eu des parents... Je confirme. On entend beaucoup d'enfances massacrées, oui. Et j'entends encore ma mère me le dire, et ça a été vraiment une révélation. Et je n'ai manqué de rien. J'ai vraiment eu une enfance heureuse. C'est ce qui me donne la peine d'en parler, ce qui me donne la force d'en parler naturellement, parce qu'il y a beaucoup de gens qui en fait ont des doutes, n'arrivent pas à l'extérioriser. Et pour moi, c'est un truc qui n'est... Enfin, c'est pas une maladie, c'est juste une caractéristique. Et du coup, non, c'est pas ça qui m'a donné le goût des autres. Je pense que c'est... Je dis souvent qu'en fait, la première leçon de la vie que la vie m'a donnée, c'est que ceux qui devraient s'occuper de toi peuvent te laisser tomber. Ça m'est arrivé à 3 heures. On m'a largué dans un panier sur un escalier. Mais la vie m'a donné aussi une autre leçon, c'est 6 mois plus tard, des gens qui n'ont rien à faire de toi peuvent représenter la chance de ta vie. Et c'est ce qui m'est arrivé. Donc en fait, après, le lien qu'on a aux gens et le sens qu'on peut donner à la vie dépend surtout des partenaires qu'on a pour la traverser. Et je suis très à l'écoute de ça. Est-ce qu'on les choisit, ces partenaires, ou est-ce qu'ils nous tombent dessus ? Alors je pense qu'il y a un peu des deux. Un peu des deux ? Je pense qu'on choisit dans le périmètre qu'on est capable de capter. Et puis, pour le reste, ce sont des rencontres. Elles sont souvent dues, appelons ça le hasard. Eh bien, on va voir ce que nous disent ceux qui nous écoutent sur Sud Radio 0826 300 300. N'hésitez pas à nous rejoindre. Quel sens donner à votre vie ? Est-ce que vous l'avez trouvé ? C'est Delphine qui nous rejoint dans un instant. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, durant la pause, nous étions en train d'essayer de mieux définir ce que c'est que le sens de sa vie. Est-ce que c'est un but ? Est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est une passion ? Gilles Le Gardinier, qu'est-ce que vous diriez ? Je pense que c'est une boussole déjà. C'est vraiment ce qui guide chacun de vos axes, qui vous donne la force d'être vous-même, ce qui oriente la totalité de vos actions. Et effectivement... Après, moi, je pense, comme je vous le disais, je pense qu'il y a un mélange entre, pour moi, le sens de la vie et le but de la vie. Et le sens, c'est agir en conscience et en intégrité. Après, le but, c'est vraiment orienté vers l'utilité, la valorisation, la protection et l'affection à ceux que j'aime. En tout cas, on va écouter ce que nous dit Delphine. Bonjour Delphine. Oui, bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour. Alors, je tiens à vous dire, vous m'avez beaucoup ému, Gilles, dans l'introduction avec Brigitte.
votre témoignage concernant l'amour avec vos parents. La chance et le chemin que vous avez expliqué, ça m'a vraiment émue. Merci. Et dans beaucoup de choses que vous avez expliquées au niveau du sens de la vie, le devoir que vous avez envers les gens que vous aimez, je me suis retrouvée aussi beaucoup. Peut-être que le sens de la vie, on en prend conscience quand il nous arrive peut-être quelque chose de difficile à vivre. Oui. Moi, c'est ce qui s'est passé. Je me suis mariée très tôt, j'ai eu 3 enfants, j'ai eu un divorce très difficile. Et dans mon divorce, comme j'ai déménagé, je suis partie dans le sud de la France pour rejoindre mon conjoint, avec qui j'ai refait ma vie, le juge des affaires familiales avait estimé qu'on ne séparait pas une fratrie à l'époque. Donc mon combat, ça a été le sens de ma vie, c'est-à-dire de récupérer la garde de mes enfants. Et quand ça m'est arrivé, ça a été pour moi une destruction de moi. C'est-à-dire que le fait de ne pas avoir mes enfants, j'avais l'impression qu'on m'avait arraché mes bras, mes jambes, et je trouvais ça d'une injustice totale et d'une incompréhension totale. J'étais dans le monde, je découvrais le monde de la justice, des juges des affaires familiales, des avocats. Et donc là, votre but, c'était de récupérer vos enfants. Donc on voit bien que c'est un but, et donc vous y êtes arrivé visiblement. Oui, au bout de 5 ans. Et qu'est-ce qui fait je dirais que ma fille, qui avait 4 ans à l'époque, s'est battue autant que moi. C'est une enfant qui n'a pas eu d'enfance. Donc elle avait 9 ans, elle avait 9 ans quand vous vous êtes réunis, d'accord. Bon, maintenant elle a 19 ans. Et quelquefois, je suis très fière d'elle, mais elle n'a pas eu de petite enfance. Sa petite enfance a été brisée. Est-ce que je peux me permettre de vous poser une question ? Oui. Est-ce que vous avez réussi à faire la paix avec cette période passée, puisque vous avez récupéré ce que vous vouliez le plus ? Je comprends pas trop. La paix, c'est quoi pour vous ? La paix. Est-ce que vous avez réussi à dépasser cette période trouble ? Oui, mais ça revient. Ça revient parce que j'ai ma fille aînée qui vient d'avoir un bébé et tout le long de sa grossesse, il y a des choses qui sont revenues, des choses que j'ai vécues avec son père, des choses qui n'étaient pas positives. Oui, mais Delphine, si ça revient, c'est que ça reste un traumatisme, ce qu'on peut comprendre. Et ça, alors, il faut le travailler. Que vous allez... Alors, Brigitte, je vais vous dire, Gilles, je vais peut-être vous... En fait, moi, ce traumatisme, il faut le garder. Enfin, pour moi, il faut le garder pour justement profiter et de se dire, allez, on avance. Ça fait partie de mon histoire de femme. Vous souhaitez le garder comme un élan, comme un carburant pour une leçon qui vous guide. Oui, parce que... Non, mais Delphine, je dis pas qu'il faut oublier ce que vous avez traversé, mais il faut pas que ça soit encore en train de vous empoisonner la vie. C'est ça que je voulais dire. Non, ça m'empoisonne plus puisque je vois mon ex-mari, on avance. Pour moi, j'ai avancé. Moi, l'essentiel, c'est mes enfants, mes filles. En fait, j'ai toujours peur. Enfin, quand je me suis retrouvée, je pense, mon combat, ça a toujours été mes 3 filles. Parce que je me suis retrouvée dans le monde de la justice que je connaissais pas. J'avais plus d'avocats, je ne faisais plus confiance aux avocats. J'étais me défendre toute seule. J'étais la risée du juge et de l'avocate de mon ex-mari. Excusez-moi Delphine, mais je vais faire une comparaison avec, par exemple, certaines personnes qui militent contre les chauffards, etc., parce qu'ils ont eu un enfant qui a été tué par un... Et on entend souvent chez eux encore cette colère qui certes les tient et leur donne un but à leur existence, mais qui en même temps ne leur permet pas d'être en paix. Et c'est pour ça que j'aime bien ce que Gilles vous a posé comme question, parce qu'à un moment donné, pour vraiment profiter bien de votre vie et pour donner ce message aussi à vos filles, je crois qu'il faut être en paix avec son passé, aussi dur qu'il soit, et ne pas se poser en victime. Je me pose pas en victime. Moi, c'était un exemple pour mes filles. Moi, je me rappellerai, je pense, toute ma vie, quand je suis passée devant la juge et que l'avocate s'est foutue de ma gueule, et que mon conjoint était à mes côtés, et qui me disait, mais t'es courageuse, quoi. Et je dis, je suis courageuse pour mes filles, parce qu'à l'heure actuelle, c'est surtout, je suis fière de mes filles. J'ai 3 filles, elles sont 3 différentes, elles sont féministes, ce sont des battantes. Et quand elles ont un coup dur, je dis non, il faut se relever. Et
il faut toujours être optimiste, parce que c'est vrai que j'ai vécu 7 ans dans ma vie où ça a été très difficile. Puis il y a des gens qui vous disent « Ah, moi je sais pas comment tu fais, sans tes enfants, je ne saurais pas vivre. Ah ben moi je comprends pas. » Ben non, c'est pas ces mots-là que j'attendais. Et puis ben il fallait se relever. En plus, pendant ces 5 ans de combat, je faisais partie d'une association qui s'appelait SOS Maman, qui n'existe plus malheureusement, où j'écoutais aussi des mamans qui vivaient des histoires mais sordides. Rien par rapport à moi. Moi, c'était rien. Et ben, il fallait quand même les aider, les conseiller, et on continue d'y croire. Bien et sûr. C'est vrai. Si je peux me permettre, Delphine, c'est votre nature. C'est-à-dire que je pense que vraiment, moi, je rencontre énormément de gens qui me parlent souvent de leur vie. J'entends tous les types, je découvre tous les types de problèmes qui peuvent exister, particulièrement dans le domaine que vous évoquez. Et en fait, la réaction se détermine aussi par rapport à la nature des gens. Vous avez des gens, ce qui semble être votre cas, qui sont extrêmement combatifs, qui savent se focaliser sur un point précis et positif. Et vous avez des gens qui n'ont pas la même nature. C'est vraiment une question de nature. Et je trouve ça bien que vous puissiez partager votre expérience et l'énergie que vous avez mis dans ce combat auprès de gens qui, effectivement, ont parfois besoin d'un peu de lumière dans leur obscurité. Alors après, ça fait un sens partie de ma vie. Puis, vous voyez, il y a mais alors, aujourd'hui, parce que quand j'ai connu ça, Brigitte, cette expérience-là, en fait, je me suis réveillée aussi de vivre maintenant ma vie de femme. Dans ce malheur-là, ça a été une opportunité de me découvrir en tant que femme et de pouvoir faire mes propres choix. Je ne sais pas si vous comprenez un peu ce que je veux dire. Si, bien sûr, j'entends. De toute façon, ce sont les épreuves qui nous permettent de mieux découvrir qui on est réellement. Que c'est plus dans les épreuves, malheureusement, j'ai envie de dire, mais en même temps, de toute façon, on en traversera tous des épreuves. Mais ce que je voudrais pas, Delphine, c'est que ce soit encore quelque chose qui détermine votre existence aujourd'hui. C'est juste ça j'entends quand même encore un peu de colère, c'est juste ça j'aurais envie que vous soyez plus épanoui, si vous voulez. Je pense que je vais le faire. C'est que pour finir justement, ça mettra pour moi. Je pense que j'en ai besoin. Je me rappelle très bien du nom de la juge qui avait donné la garde au père, qui n'avait pas d'enfant, parce que ça m'avait vraiment interpellée quand je lui avais dit « mais vous comprenez pas, ma fille de 4 ans pleure et demande à son papa de la conduire au train d'Avignon. » Et ma petite fille de 4 ans connaissait mon numéro de téléphone par cœur. Bien sûr. Et elle a déclenché de l'eczéma, elle a déclenché des verrues plein les mains, plein le corps, et ça l'avait pas du tout interpellée. Donc j'avais même dit à l'époque à mon avocate, je lui ai dit « mais c'est pas possible, mais elle est inhumaine ou elle n'a pas d'enfant. » Elle m'a dit non, elle n'a pas d'enfant. Et en fait, je pense que je vais lui écrire pour lui expliquer tous les dégâts qu'elle a fait sur ma fille. Écoutez, si ça vous fait du bien, après, est-ce qu'il faut envoyer la lettre? Ça, je ne sais pas. Mais bon, c'est vous qui jugerez, si je puis dire. Vous savez, votre témoignage me fait sourire parce que on ne peut pas demander à des juges ou à des avocats d'être totalement neutres. On est des êtres d'émotion et forcément, toujours, il y a une subjectivité. Vous avez raison. Merci en tout cas, Delphine, de ce témoignage. Merci, Delphine. On se retrouve dans un instant, toujours avec Gilles Le Gardinier et notre Love Conseil, une valse à 3 temps. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Brigitte Lahaie, Sud Radio, le Love Conseil. Eh bien, on va parler d'une valse à 3 temps. Gilles Le Gardinier, vous allez pouvoir réagir bien sûr à ce Love Conseil. Quand on a envie que son couple dure, eh bien, il faut respecter justement cette valse à 3 temps. Alors, en premier, c'est évidemment la sexualité qui aujourd'hui réunit 2 personnes. Donc il faut en prendre soin et penser à se découvrir et construire sa sexualité petit à petit, qui sera évidemment différente du partenaire précédent. Et ça, c'est peut-être quelque chose que beaucoup de gens oublient. Ils ont une sexualité qui fonctionnait bien. C'est peut-être plus vrai pour les hommes que pour les femmes, ça d'ailleurs. Ils ont une sexualité qui fonctionnait bien avec leur ancienne partenaire et ils essayent de recopier, faire du copier-coller avec la nouvelle et ça marche pas toujours
toujours très bien. Donc ça, c'est le premier temps. En deuxième temps, eh bien, c'est l'amour qui va permettre de construire une vraie relation. Alors l'amour, on pourrait dire que c'est de l'admiration, de l'envie d'être ensemble, du respect et aussi de la liberté de respecter l'individualité de l'autre. Et en troisième temps, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'attachement. Et à ce moment-là, c'est un lien profond qui s'enracine, on pourrait dire, et qui vous rend un petit peu avec ce sentiment d'être plus fort que tout à deux face au monde extérieur. Et c'est intéressant de comprendre ces trois temps parce que il faut voir si en effet on a bien consolidé les trois temps, premier temps, deuxième temps, troisième temps. Vous voulez peut-être réagir un petit peu sur ce Love Conseil? J'ai l'immense chance d'avoir demandé en mariage une seule femme avec qui je suis toujours, avec qui ça se passe bien. Donc je n'ai pas essayé d'exporter un modèle de sexualité ailleurs. D'accord. Les trois temps sont respectés. Oui, après l'attachement, on a des buts communs, on a une vraie complémentarité. Et puis effectivement, comme vous le dites très justement, plus le temps passe. Pour moi, l'affection, c'est un terrain à bâtir qu'on achète à deux et tout le reste dépend de ceux qui amènent les matériaux et de la façon dont on les agence. On est les architectes et on est les bâtisseurs. Et là, honnêtement, voilà, moi, je peux pas me plaindre, je peux pas te donner de leçons parce que j'ai très peu d'expérience, mais celle que j'ai est juste hors de l'époque, assez idéale. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? Alors, je copiais sur Pascal quand on était en première. Et donc on a d'abord été très amis pendant quelques années, et puis un jour je l'ai vu se mettre en colère avec son intégrité et sa force, et elle m'a bouleversé. Et j'ai commencé à l'envisager autrement. Je lui ai demandé sa main 2 fois, elle a refusé 2 fois. Et en bon garçon obstiné, je savais que si c'était pas elle, je faisais une erreur. Donc j'ai fait comme si elle avait dit oui, et je me suis comporté comme tel. Et on est mariés depuis 35 ans. Ah, pas mal quand même. Donc je sais pas, il faudrait lui demander si c'est bien pour elle. Je suppose que si elle reste, c'est que c'est bien pour elle. Gilles Le Gardinier, donc avec nous pour ce roman J'ai commencé par mourir aux éditions Flammarion, et on donne la parole à Florence qui nous rejoint. Bonjour Florence. Oui, bonjour Brigitte et bonjour à votre invité Gilles. Je suis très intéressée par le sujet de votre émission aujourd'hui. En fait, parce que tout simplement... En écoutant le début de votre histoire, j'ai le sentiment que moi aussi j'ai commencé par mourir ces derniers mois. Et aujourd'hui, je me retrouve face à ma vie et je me pose la question, qu'est-ce que tu vas mettre comme sens? Qu'est-ce que tu vas mettre comme intérêt? Puisque je suis dans une phase où je suis comme devant une page blanche. J'ai le sentiment que j'ai du mal à poser quelque chose. Écoutez, Florence, c'est extraordinaire de vous poser la question. Après la réponse, on mettrait le temps qu'il faut pour la trouver, mais de vous poser la question, ça me semble déjà suffisant. C'est en tout cas, à mon avis, le meilleur préambule pour une reprise en main de votre vie et choisir votre destinée, c'est évident. Qu'est-ce qui vous est arrivé de difficile? Enfin, si vous n'avez pas envie d'en parler, j'insiste pas. Hein. Non. En fait, j'ai vécu une sortie d'amnésie traumatique. Je me suis rendu compte que j'avais été abusée par mon père pendant beaucoup d'années. En fait, et ça fait maintenant 3 ans que ça s'est passé. J'ai l'impression d'avoir un petit peu compris, pardonné, accepté. Enfin, j'ai passé par pas mal de phases. Oui. Et aujourd'hui, en fait, la difficulté... alors que je me sens quand même plutôt en paix, c'est en fait, j'ai besoin de changer quelque chose à ma vie. C'est comme si le métier que je faisais avant, qui était fort honorable et intéressant, ne me convient plus et qu'il faut que je replace les choses dans l'ordre. C'est comme s'il devait y avoir un ordre, mais j'arrivais pas à trouver l'ordre, le bon ordre. Je pense que c'est peut-être la question du désir qui peut vous aider à éclaircir un petit peu ce qu'il y a en vous. Et oui, mais ce qui est bizarre, c'est que chaque fois qu'il y a un désir qui vient en moi, il s'évanouit très rapidement, en fait. Vous l'expliquez? Quand vous vous observez dans cet état-là, est-ce que vous avez un regard sur vous-même, puisque vous avez l'air d'avoir cette capacité? Oui, j'ai un regard sur moi-même, disons.
J'ai un peu envie de non, sortir. mais Florence, excusez-moi, mais je crois qu'il y a une chose que vous n'avez pas encore travaillée, c'est la colère. Justement, contrairement à Delphine, on sent que vous n'arrivez pas à, comment dirais-je, à être en colère contre ce qu'on vous a fait. Parce que vous m'avez dit j'ai pardonné, je suis pas sûre d'abord qu'il faut pardonner. Et peut-être que ce qui vous empêche de retrouver justement le désir, c'est parce que vous n'osez pas vous mettre en colère. Je sais pas si ça vous parle un peu ce que je vous dis. Ça me parle, en fait. J'ai beaucoup travaillé en EMDR, tout ce qui m'est arrivé. Et la colère, pour moi, c'était la panthère noire, en fait. C'était la colère, c'était... j'ai fantasmé le tuer, l'émasculer, enfin... Oui, j'ai passé par énormément de phases. En fait, je crois que j'ai pu l'exprimer de manière allégorique, si on peut dire. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai envie de sortir de cette misérable histoire d'inceste qui a perturbé ma confiance, en fait, ma confiance en moi, mon assurance. C'est quelqu'un de très joyeux. J'ai un peu du mal. Oui, j'entends bien. Mais en même temps, ce que vous avez été entre le moment où vous avez été incesté et il y a 3 ans, c'est vous aussi, quelque part. C'est vous, Oui. mais avec une partie de vous, si vous voulez, qui n'a pas pu s'exprimer. Et c'est cette partie de vous aujourd'hui qui quelque part vous encombre, sans doute, parce que c'était votre père, si j'ai bien compris. Donc c'est une relation qui est qui est tellement ambivalente. Notre père, en tant que petite fille qu'on adore et qui nous tue. Donc c'est très très compliqué. Ouais, c'est compliqué. Mais en même temps, peut-être qu'il faut aussi remettre les choses à leur place. Et alors, je vais vous dire quelque chose qui vaut ce qui vaut. Hein, c'est un peu simpliste ce que je vais vous dire. Mais peut-être qu'il faudrait plus clairement mettre d'un côté ce que votre père vous a apporté et ce que votre père a détruit. Pour que vous puissiez quand même vous appuyer sur ce que votre père vous a apporté, parce que je crois, encore une fois, je me trompe peut-être, hein, c'est tellement compliqué ces problèmes d'inceste, mais peut-être que ce qu'il vous a apporté aujourd'hui vous anéantit parce que vous ne pouvez plus lui reconnaître ça. Et j'essaye de faire ce travail maintenant que je suis plus dans la haine ou dans la et je lui reconnais pas mal de choses, de bonnes choses. Ben oui, je crois que c'est ça le problème, c'est que bien sûr que c'est inacceptable et je crois que tout le monde sait très bien, puisque je parle souvent de ce genre de choses dans cette émission, que je trouve que c'est la première chose contre laquelle on devrait lutter, c'est justement ça, qu'il n'y ait plus d'enfants abusés. Mais en même temps, en tant qu'enfant abusé, vous avez peut-être quand même eu un père qui vous a aimé, qui vous a permis de vous construire. Donc il faut pas rejeter ça non plus, parce que sinon, en effet, vous pouvez pas donner de réponse à votre vie aujourd'hui, puisque vous êtes à la fois c'est votre mère et votre père qui vous ont aidé à vous construire. Est-ce que je peux me permettre une remarque ? Bien sûr. C'est un homme qui prend part à ce débat. C'est toujours très difficile d'être un homme face à ce genre de questions, parce que le seul, je l'entends souvent, ça me révolte probablement. Enfin, pas autant que vous forcément, mais il y a une violence contre ce genre d'acte, parce que d'abord c'est très destructeur, c'est très déshonorant pour les hommes, et qu'on nous le fait rejaillir sur tous. La seule chose que j'aimerais vous dire, c'est vous vous reconstruirez aussi avec d'autres hommes qui ne sont pas comme ça, et il est essentiel que vous ne fassiez pas l'amalgame ou payer à d'autres ce que certains ont fait. J'ajoute qu'aujourd'hui, fort de cette expérience dramatique, vous avez la capacité de détecter, de voir et de ne plus accepter, et d'être une femme beaucoup plus libre face à des hommes beaucoup mieux. Oui, Gilles, je vous remercie vraiment pour cette gentille attention. Le problème, c'est que je n'ai attiré que des gens qui étaient du même acabit. Hein. Donc, oui, mais vous avez... Aujourd'hui, vous allez pouvoir... Vous avez le moyen de les reconnaître. Oui.
Il faut vraiment, Florence, je crois qu'il faut être patiente. C'est long. Mais soyez patiente et faites de ce qui vous est arrivé une force, comme on dit souvent. Oui, merci. Moi, ce que j'aimerais savoir, c'est comment vous imaginez que je puisse travailler sur ma colère. Peut-être, alors moi je parle souvent de l'art-thérapie, mais peut-être que vous pourriez écrire. C'est ce que j'allais dire. Parce pour que vous, hein. Commencez par poser les mots sur le papier pour vous. J'ai commencé, c'est très difficile en fait. Mais c'est aussi faire parler la petite fille qui est en vous. Ok. Qu'est-ce qu'elle le MDR, c'est très bien, hein, sur ces traumatismes en général, mais il y a peut-être des choses qui n'ont pas encore pu être dites, et l'avantage de l'écriture, et je parle à un écrivain, hein, c'est que parfois les mots dépassent notre pensée, et quand on se relit, on découvre des choses que on a ressenties et qu'on n'avait pas imaginées. C'est très vrai. Très bien. Merci beaucoup, Brigitte. Vous avez toujours les mots pour me donner une clé ou une piste. Enfin, j'apprécie vraiment votre émission et vos conseils. Donc, merci. Merci en tout cas de vous être confiée à nous, Florence. Et bon courage. On va faire une petite pause et puis on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie, 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Il est avec nous non seulement parce qu'il a écrit J'ai commencé par mourir, un roman que j'ai particulièrement apprécié. Ma chienne aussi d'ailleurs, si on voit la couverture, je suis désolée, Gilles le gardinier. C'est aux éditions Flammarion. Mais il est avec nous également parce qu'il sait vous écouter, il sait vous questionner et il sait vous aider à trouver le sens de votre vie. Bonjour Lionel. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur le Gardien. Bonjour Lionel. Moi j'ai beaucoup apprécié ce que vous avez dit en préambule de l'émission, enfin quand vous avez attaqué sur la mort en fait, l'expérience de la mort, et puis apparemment c'est le thème de votre livre, l'expérience de la mort vous donne quand même une autre saveur en fait, donne une autre saveur à la vie. Parce que on prend pleine conscience de sa finitude en fait. Moi j'en ai vécu l'expérience, je peux vous assurer que la vie a une autre saveur après derrière et on recale un petit peu ses... Vous avez failli mourir ? Non, c'est même pas j'ai failli. J'ai eu un souci de santé, un souci cardiaque en fait à 30 ans, qui était rien du tout, hein, qui était une péricardite, donc inflammation du muscle cardiaque. Qui est rien du tout, ça se traite à l'aspirine. Sauf qu'entre le moment où on vous le dit, on vous explique en fait que vous avez ça, et puis que vous tombez en fait, parce que vous tombez, je suis tombé dans une librairie j'allais dire comme une merde, mais c'est à peu près ça. Et avec une douleur cardiaque, avec tous les symptômes d'une crise cardiaque, mais que vous avez 30 ans. Oui, vous avez cru que vous alliez vous étiez en train de mourir. Pendant plus de 24 heures, en fait, j'ai cru que j'ai pensé à tout. Hein. J'ai pensé à faire le testament, que merde, ça j'avais pas fait, il fallait faire ça. Enfin, vous remettez tout en cause, hein. C'est très clair. Hein. Et c'est vrai que après, quand on vous dit que c'est rien, évidemment, c'est pas grave. Mais ça cadre quand même. Mais vous avez appris quelque chose de vous-même et de la vie. J'ai appris que, alors bien que je sois immortel, j'ai quand même appris que je pouvais me faire faucher. Vous êtes donc le deuxième avec moi. C'est ça, exactement. C'est ça. Non, je reste immortel, mais c'est vrai que du coup, je peux quand même tomber, donc c'est quand même pénible. Mais vous savez ce qu'on dit, hein, qu'il faut avoir des projets comme si on n'allait jamais mourir, et il faut vivre comme si on allait mourir demain. En gros, c'est ce que je fais maintenant en fait. J'ai mis un an à m'en remettre psychologiquement. Il faut être clair, hein, parce que en fait, c'est pas le physique qui a été long à remettre. Ça m'a mis un mois à peu près pour reprendre un peu de l'énergie. Ça vous secoue quand même un petit peu. Par contre, j'ai mis un an psychologiquement à m'en remettre. Et c'est vrai que à partir de l'année qui a suivi, j'ai recentré une partie du temps que je consacrais exclusivement à soit mon entourage, soit je me suis pris en fait une part pour moi personnellement en fait. Voilà, c'est-à-dire avec des activités uniquement personnelles, mais c'est 10% de mon temps, mais c'était quand même déjà ça. Et voilà. Après, est-ce que je peux me permettre une question, Lionel ? Bien sûr. Ça vous est arrivé il y a combien de temps ? Donc ça vous est arrivé à 30 ans, je peux me permettre de vous demander votre âge ? J'ai du coup, hors taxe, j'ai 33, mais sinon ça doit me faire dans les 47, dans les 46, 47. Et est-ce que vous avez l'impression que l'impact que cette révélation a eu sur vous perdure aujourd'hui ?
Ah mais bien sûr, c'est toujours présent, évidemment. D'ailleurs, la suite de ma vie, vous voyez par exemple tout à l'heure quand j'ai eu le sujet, c'était donner un sens à sa vie. Mais en fait, selon l'âge que l'on a, en fait, le sens est différent. C'est-à-dire que quand vous êtes jeune, moi, en priorité, c'était construire une famille, voilà, des enfants, enfin le package, on va dire, tout à fait classique. Voilà, mes filles ont grandi. Bon, ce qui m'est arrivé, ça m'est arrivé, mais du coup, ça a pris une autre tournure et j'ai eu envie, en fait, de bombarder un petit peu plus dans l'entrepreneuriat. Et donc, vous voyez qu'on a quand même, des chemins qui se dessinent et qui se créent en fonction de vos expériences, en fonction de ce qui se passe dans votre vie. Définir aujourd'hui ce que je vais vouloir demain. Non, mais on a le droit de changer. On a le droit de changer le sens de sa vie, Lionel. Il n'y a pas de souci. Mais en fait, c'est pas changer, c'est les chemins, c'est ce que vous avez dit tout à l'heure. Mais aujourd'hui, c'est quoi votre but ou le sens de votre vie? Être immortel, ça j'ai compris, mais à part ça... Immortel, non mais ça c'est pas un sens, je suis immortel, donc ça c'est bon. Non, j'ai monté une boîte il y a 6 ans, je la fais tourner plein pot, je suis en train de... En fait, je voudrais m'arrêter de travailler très tôt pour en profiter beaucoup plus après. Donc je mets tout en œuvre en fait pour que mes filles soient extrêmement sécures, et que moi aussi. Donc c'est une espèce de ligne droite que j'ai là devant moi. Et quand tout se passe bien, quand vous montez un business, quand tout se passe bien, c'est vrai que c'est d'autant plus plaisant que ce que vous anticipez de réalisation se passe, voire mieux. Et en fait, pour l'instant, c'est ça. Je vous avoue que mon couple n'y a pas résisté. Parce que moi, quand j'ai lancé mes sociétés, et vous voyez, c'est en ça que tout à l'heure je disais par rapport au chemin que la vie prend. Mon épouse, elle, par contre, arrivée dans une fin de carrière un peu compliquée, avec un burn-out assez important. Elle a eu besoin de se recentrer sur elle-même uniquement, alors que moi, concrètement, sur la même période, je partais sur du business et donc automatiquement, vous n'êtes pas sur vous-même, hein, vous êtes sur l'entrepreneuriat, donc vous bombardez. Et c'est vrai que les chemins sont séparés. Voilà, faut être très clair. Mais c'est pas un drame. Et vous voyez l'expérience, par contre, de mes 30 ans, de mon accident. Je pense que j'aurais pas eu cette expérience-là, je l'aurais extrêmement mal vécu de me séparer de mon épouse. Ça fait quand même 23 ans qu'on était mariés. Donc je l'aurais vécu, je pense, beaucoup plus durement, et que là, je l'ai pris comme c'est pas une fatalité, mais voilà, il se passe ça, quoi. Il se passe ça. Donc avec le recul, en fait, cette pathologie, pour vous, elle a été fondatrice, presque. Ah non, mais je souhaite à tout le monde, mais réellement, hein. Non, mais je plaisante pas. Je souhaite à tout le monde de vivre un jour une expérience de mort. Vraiment. Parce que la vie prend une autre saveur. C'est-à-dire que derrière... Oui, mais Lionel, j'entends ce que vous dites, mais ça veut dire quand même que... Et c'est pour ça que je rigole quand vous me dites que vous êtes immortel. Ça veut dire quand même qu'au fond de nous, dans notre inconscient, c'est très bien qu'on est mortel, mais au fond de nous, on veut croire qu'on est immortel. Et c'est ça Enfin, c'est ça, à mon avis, qui fait que beaucoup de gens se perdent dans leur vie, parce qu'ils... Bon, je dis pas qu'il faut tous les jours penser qu'on est mortel, ce serait très 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 stressant et angoissant, et ce serait pas bon pour notre santé. Mais il faut quand même de temps en temps se dire attention, on va vieillir, il faut prendre soin de soi, quoi. Je sais pas si... Pardon, je ne sais pas si c'est pas une question de nature, parce que, alors moi je sais que depuis gamin, j'ai pas eu cette expérience de frôler la mort ou d'avoir la sensation de la perdre. J'ai surtout perdu des gens. Mais moi, depuis que je suis gamin, mais vraiment enfant, j'ai la sensation permanente que la trotteuse tourne. J'ai toujours détesté perdre du temps. Prendre du temps, je peux, mais perdre du temps, la notion de fin de vie est ancrée chez moi. Et en fait, au quotidien, ça me permet de... J'ai écrit un bouquin, ça c'est pas important, qui s'appelle Une chance sur 1 milliard, qui est l'histoire de quelqu'un qui découvre qu'il risque de mourir dans 4 mois et qui décide de mettre sa vie en ordre. Il a plus le choix. Et je crois qu'on en avait parlé d'ailleurs dans l'émission. Oui, tout à fait. Mais ça c'est fondateur. Mais là où je suis un petit peu d'un avis différent avec vous, Lionel, c'est qu'en fait, il faut cette nature pour accueillir l'épreuve et en faire quelque chose qui soit galvanisant, parce que vous avez des gens qui vont juste vivre le reste de leur existence dans la panique la plus absolue de ce qui finira par tous nous arriver. Ouais, c'est pas faux. C'est vrai que moi, je suis d'un naturel extrêmement optimiste. En fait, je vois toujours le verre à moitié plein, même quand il est vide. Je considère qu'il y a de l'air dedans et il y a de l'humidité dans l'air. Il reste un peu d'eau. Voilà, donc c'est vrai que j'ai ce tempérament-là depuis toujours, et c'est sûr que moi, une épreuve comme ça m'a endurci. Une épreuve comme ça à quelqu'un un peu plus pessimiste ou qui
qui va comprendre qu'il peut mourir et que ça peut arriver très rapidement, oui, ça peut effectivement le briser complètement. Donc vous êtes d'accord qu'on va laisser faire le sort et on va le souhaiter à personne? Si, à tous les optimistes. Alors, juste aux optimistes. Désolé les gars, c'est pour vous. Enfin bon, en tous les cas. Oui, mais vous avez, dans un certain sens, vous avez raison. Il ne faut pas être trop optimiste. L'hérisson qui est persuadé qu'il peut rien lui arriver, il traverse la route et il se fait écraser par les voitures. Je crois que ça fait partie d'ailleurs de la jeunesse. Ça, quand on est très jeune, on a un peu l'impression qu'il peut rien nous arriver. Le privilège de l'inconscience. Oui, et c'est très bien d'ailleurs parce que il y a des âges, il y a un âge pour tout. Mais en effet, trop d'optimisme, c'est pas bon non plus. Ça écourte la vie, oui. Je suis d'accord avec vous. On prend pas assez soin de soi et on peut frôler l'accident, oui, bien sûr. Ouais, mais je pense que vous voyez, dans notre société, avec tous ces freins qui mettent à l'entrepreneuriat parce que c'est dangereux, vous comprenez, il y a ci, il y a ça, même le truc qui est rentré dans la Constitution, là j'ai plus le mot, pardon. Le principe de précaution. Le principe de précaution, vous voyez, tout ce genre de trucs. Ah bah oui, mais on est dans sont extrêmement limitants. Non, mais là vous avez raison, il faut oser. Mais il faut oser, c'est pas prendre tous les risques. Non, c'est pas prendre tous les risques, mais quand dans votre environnement, tout votre environnement, vous dit de faire attention, il arrive un moment où il faut changer d'environnement, non, mais je pense que ça vous détonne dessus. Non, mais évidemment, mais on est dans une société qui est faite comme ça. Les cartes, elles ont été distribuées, elles sont sur la table, on joue avec le jeu ou on joue pas. Mais parce que Lionel, c'est plus facile de gouverner des gens qui ont peur que des gens qui osent. C'est tout. C'est sûr. Donc, c'est sûr. Vous êtes certainement pas si facile que ça à gouverner. Non, c'est pas. Et c'est difficile de vous attraper. Mais vous non plus, je pense. Vous n'êtes pas être facile à manœuvrer. Moi, je suis quelqu'un de très très docile, Lionel. Là, vous vous trompez complètement. Ah ouais, c'est sûr. C'est sûr. Bref, en tous les cas, c'est un sujet, mais qui est très complexe parce que ça dépend vraiment des tempéraments. Comme vous l'avez dit en fait tout à l'heure, et des natures des personnes. On envisage en fait la suite de notre vie ou d'un parcours de vie en fonction de ce qu'on est profondément. Et c'est pas, vous allez avoir des casse-coups dans bon genre, vous allez avoir des gens beaucoup plus prudents qui vont suivre leur vie, qui sont très, très heureux comme ça. Mais moi, par contre, ce que j'ai appris, vous voyez, avec mon épouse, c'est que on peut montrer le chemin aux gens, on peut leur tenir la main, mais on peut pas les tirer de force sur le chemin. Ça marche pas comme ça. On peut les accompagner, on peut les aider. Ah bah non, Lionel. Non, effectivement, ça ne se passe pas comme ça. Ouais, mais vous voyez, par exemple, elle était d'un naturel extrêmement pessimiste. Je me suis dit, avec quelqu'un comme moi, ça va équilibrer. En fait, pas du tout. Le fond de personnalité, le fond d'âme, en fait, reste. Quoi que vous en pensiez, le fond d'âme reste et vous pouvez faire ce que vous voulez, ça marche pas. Oui, mais il ne faut pas confondre aussi pessimisme et prudence. Elle était peut-être prudente et peut-être pas pessimiste, enfin j'en sais rien. Je peux me permettre une question personnelle, est-ce qu'elle était là quand vous êtes tombé? Ah oui, bien sûr. Oui. Est-ce que vous vous rendez compte le trauma que ça a dû représenter pour elle? Oui, d'ailleurs on en a parlé. Parce que vous êtes à l'intérieur, vous vous sentez repartir, vous vous sentez réagir, vous vous sentez vous sauver avec une aspirine, mais elle est peut-être restée perchée sur cette vision. La crainte a été extrême, mais pour chacun, parce que concrètement, quand vous êtes le pilier, comme elle me dit, t'es ma montagne et tu tombes. Une montagne qui tombe, c'est pas courant. Donc je sais que ça l'a mis en défaut. D'ailleurs, elle a mis un moment pour s'en Oui, mais la montagne s'est relevée, Lionel, donc tout va bien. Merci en tout cas de votre témoignage. Je vous donne une petite devinette avant les infos. Pourquoi on peut comparer les hommes avec les places de parking? Gilles Le Gardinier, vous avez le temps des infos pour trouver la réponse. Et puis, vous pouvez vous aussi réagir sur le sens de votre vie au 0826 300 300. Qu'est-ce que c'est que cette devinette? Et avec Sud Radio, si vous voulez avoir la chance de rencontrer Antoine Dupont à Toulouse le 23 octobre prochain et de gagner son maillot officiel dédicacé, rendez-vous dès maintenant sur notre site sudradio.fr et entrez le mot de passe rugby. Le tirage au sort aura lieu vendredi 18 octobre en direct sur Sud Radio. Et puis un petit bonjour particulier à nos auditeurs de Béziers, Cannes, Nîmes ou encore Lyon. On vous invite à faire un selfie devant une affiche Sud
Sud Radio dans votre ville, de la publier sur les réseaux sociaux avec le hashtag de votre ville et gagner de nombreux cadeaux. Doublez vos chances en participant au quiz sur sudradio.fr. Bonne chance. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Eh bien, on continue à aller dans le bon sens de sa vie avec Gilles Le Gardinier. Vous êtes écrivain, réalisateur, vous avez écrit beaucoup de livres. Le dernier s'appelle « J'ai commencé par mourir », c'est aux éditions Flammarion. Votre héros se retrouve dans une situation tout à fait inattendue et particulièrement difficile. Et bien, tout d'un coup, tout bascule et le sens de sa vie n'est plus du tout le même. C'est ce qui m'a donné l'idée de ce sujet qui, je suis sûre, interpelle tous ceux qui nous écoutent, parce que forcément, on se pose la question quand on entend ça, quel est le sens de ma vie? C'est pas simple. Moi, j'ai souvent tendance à rappeler que l'amour, au sens large du terme, ça met beaucoup de sens dans sa vie. Je pense que vous êtes d'accord avec ça. Complètement. Oui. Pour moi, c'est même le seul. Tout ce qu'on fait de bien en général, tout ce qu'on fait de mieux, je le crois, on le fait pour quelqu'un ou à cause de quelqu'un, mais on le fait par rapport à l'autre. Ou même par amour de soi, pour se réaliser. Hein. Je crois qu'il faut voir l'amour au sens large du terme. Hein. Je pense qu'il n'y a pas que l'amour pour quelqu'un d'autre. Hein. C'est important de s'aimer. Oui, alors je m'entends bien avec moi, mais je ne sais pas si je m'aime. Ah, il faudrait. Alors, on va voir déjà si vous savez répondre à ma devinette. Pourquoi peut-on comparer les hommes avec les places de parking ? Ah non, je donne ma langue au chat. Hein. Ah bah parce que les vrais sont toujours pris. Les vraies places sont toujours prises et les vrais hommes sont toujours pris. Voilà, c'est pour ça qu'on peut comparer. Et la devise du jour, se faire plaisir comme il faut. C'est important de comprendre que se faire plaisir, c'est important de ne pas faire n'importe quoi. Parce que sinon on peut tomber dans l'addiction, par exemple. Quand on s'est vraiment fait plaisir, ça nous laisse un moment agréable, une sensation de s'être fait du bien, d'être bien. Et c'est pour ça que le plaisir de ses sens, hein, parce que finalement ça passe par les sens, hein, le plaisir, on revient toujours à ce mot que j'adore, c'est important. Il ne faut pas avaler quelque chose vite fait parce qu'on a envie de... Ou alors, on le sait, mais si on aime quelque chose en particulier, prenons le temps de le déguster. Si on a envie de prendre un bain, prenons le temps de le prendre. Si on a envie d'aller se promener, laissons peut-être le smartphone dans la poche. Enfin. La vraie règle, c'est d'être à 100% là où on est et sur ce qui nous parle. Je crois que c'est ça le secret. Et je pense que c'est d'autant plus vrai dans le plaisir. Dans tout, alors le plaisir aussi probablement. Dans tout, bien sûr, mais d'autant plus dans le plaisir, me semble-t-il. Enfin bon, c'est autre débat. Jacques, bonjour. Bonjour Brigitte et Gilles. Bonjour. Merci voilà, Jacques d'être avec nous. Le titre de votre livre, J'ai commencé par mourir, parce que j'ai l'impression que tous les auditeurs et moi-même, nous sommes d'accord sur le fait qu'une grande épreuve, un grand traumatisme nous aide à repartir, parce qu'il faut partir de quelque chose. Et un ami, voilà, quand on a connu par exemple un énorme chagrin d'amour où on a cru mourir, un ami m'avait dit, ben oui, celui qui part prend tout avec lui. Tu crois avoir tout perdu et tu as tout perdu, toutes tes illusions. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on peut rebâtir quelque chose, laisser le temps, saisir les opportunités, mieux comprendre. Bon, voilà. Et puis tout ce que vous dites me parle. Alors on est tous d'accord, vous me facilitez le travail. C'est l'amour, il n'y a que ça de vrai, évidemment. Il n'y a que ça de vrai. Il n'y a pas que ça de vrai, mais c'est une valeur sûre, je dirais. C'est une valeur sûre. Voilà, mais on peut avoir, enfin je sais pas, par exemple, on peut avoir envie de sauver la France. Alors vous me direz, oui. C'est peut-être par amour pour la France, mais... Ouais. Vous avez parlé aussi au début de spiritualité et d'amour, et oui. Je pense toujours, quand on parle de spiritualité, à Sainte Thérèse d'Avila, ces religieuses lui demandaient comment trouver Dieu, ma mère, comment trouver Dieu. Alors elle leur répondait, vous trouverez Dieu dans vos casseroles, mes filles. Et on peut trouver aussi un sens à sa vie dans les petites choses, à condition de les faire sincèrement et de prendre le temps, comme vous le disiez il y a une minute. Dans l'accomplissement, oui, vous avez complètement raison. Dans l'accomplissement, voilà, en respirant. Et puis les épreuves nous apprennent que à chaque chose, malheur est bon. Il doit en sortir quelque chose de bien et de solide, de plus solide qu'avant.
Voilà, maintenant donner un sens à sa vie, ça peut être faire la cuisine pour celle qu'on aime ou celui qu'on aime. La mère de famille, voilà, trouve un sens avec ses enfants. Ensuite, si on a la chance de tomber sur l'amour et sur... sur l'amour, et puis qui nous oui, je ne sais pas, je suis un peu perdu. Ce que je peux dire, c'est reprendre ce que vous avez dit tout à l'heure aussi, quand vous parliez de l'amour, d'abord le sexe, ensuite l'amour et finalement l'attachement. Et c'est un accomplissement merveilleux. Et il ne reste plus qu'après le deuil. Alors après, je rebondis sur vos propos. Moi, il y a une citation qui guide ma vie. Il y en a deux en fait. Je vais vous les livrer, ça recoupe ça. Mazarin, qui était un homme politique remarquable, qui n'était pas quelqu'un de forcément recommandable humainement, a dit une chose qui moi m'éclaire tous les jours, il a dit: il faut être fort pour affronter une catastrophe, il faut être grand pour s'en servir. Ça guide mes jours. Et la deuxième qui fait pendant à ça, c'est la comtesse de la Sablière qui a dit: tout le devoir ne vaut pas une faute commise par tendresse. Et je fais ma vie entre ces deux rails. Bravo, oui. Moi, j'avais un ami qui me disait aussi, quand ça va pas, regarde ton bracelet. Alors, il me parle d'un bracelet, et puis il me dit, quand ça va, tu peux le regarder aussi. Et en fait, c'est un bracelet virtuel où il y a marqué, ça ne durera pas. Voilà. Ouais, les Écossais disent ça. Si tout va bien, ne t'en fais pas, ça changera. Si tout va mal, ne t'en fais pas, ça changera. C'est ça. On en est à 3 citations quand même. À la fin de sa vie, ça n'a rien à voir, mais Mazarin contemplait ses collections, il allait mourir, il était très malade, et il disait, dire qu'il faut quitter tout cela. Ça lui ressemble assez. Oui, bien sûr, mais c'est justement parce qu'il faudra quitter tout ça qu'il faut en profiter pleinement. Absolument. Heureusement que vous êtes là pour toujours. Vous avez ce don merveilleux, en plus de votre infinie délicatesse avec les auditeurs en détresse. Je sais que vous n'aimez pas trop les compliments, mais moi je vous le dis. Voilà, non, c'est pas ça. C'est que ça met. Enfin, qu'est-ce que vous voulez que je réponde? Je vais pas dire oui, je sais, je suis exceptionnel. Non. Qu'est-ce qu'on peut répondre à un compliment, Jacques? Qu'est-ce que vous répondez si je vous dis, Jacques, que vous avez l'air d'être très sympathique? Eh bien, vous exagérez, Brigitte. Vous voyez, on sait pas quoi répondre à un compliment. Non, vous avez raison. Non, je le prends avec beaucoup de cœur et bien sûr que ça me touche, mais c'est difficile de répondre. Non, bien sûr, n'en parlons plus. Oui, je comprends. N'en parlons plus. non, mais allez-y, faites-moi des compliments, je prends. C'est ce qui me frappe. C'est votre. Vous ne vous en laissez pas compter, mais quand vous avez un auditeur en face qu'on voit clairement qui est en détresse, vous avez vraiment une telle délicatesse que ça me touche. Ouais. On passe à autre chose. Voilà, ça s'appelle l'humanité, Jacques. Et puis, alors on peut faire des citations, parce que moi je suis un peu perdu là, je sais pas quoi dire. L'amour n'est pas un trésor dans lequel on puise, mais une graine sur laquelle on veille toute sa vie. Mais vous voyez, Jacques, vous me donnez une idée grâce à votre témoignage. Je pense que, je suis sûre qu'actuellement, il y a beaucoup de gens qui nous écoutent et qui se posent la question, en effet, du sens de leur vie, etc. Mais peut-être qu'ils peuvent faire comme l'a fait Gilles Le Gardinier, excusez-moi, c'est se penser à quelques citations qui leur parlent vraiment et les inscrire sur, je sais pas, pourquoi pas, sur leur table de nuit. Au-dessus de la cheminée. Voilà. Et de temps en temps, quand on a un peu l'impression qu'on est dans un moment de tristesse où on ne sait pas trop où on en est, etc., se replonger dans ces citations qui, quelque part, ont du sens pour nous et qui nous guident. Oui. Et puis autre chose dont j'essaye que ça me guide, c'est de savoir dire oui en général, même quand ça ne va pas. Au lieu de dire non, je devrais pas être mal, dire oui, je vais mal, comme c'est intéressant. Alors c'est toujours facile à dire quand on va bien, mais dire oui pour à ce qui arrive, plutôt que de le refuser. Après, de là, on peut. Il faut accepter et ensuite s'adapter. Oui, ça c'est sûr. Oui. Mais ça, pour que nos oui, ça soit des vrais oui et nos non, des vrais non quand c'est nécessaire. Voilà, et puis moi, il y a une chose aussi que je trouve assez intéressante, parce qu'on fait tous des erreurs, on fait tous du mal aux autres, on n'est pas parfait. Il y a une chose que je trouve assez juste quand même, c'est toujours regarder si on l'a fait de mauvaise foi ou de bonne foi. Oui. Si on a fait de la peine à quelqu'un, mais de bonne foi, c'est pas grave, il faut pas s'en vouloir. Parce que je trouve que il y a beaucoup de gens qui s'empêchent d'être heureux par une culpabilité qui les ravage. Sûrement. C'est pas grave, on fait tous des erreurs.
Mais on les fait de bonne foi, donc il faut être indulgent avec soi-même. C'est la différence entre l'erreur et la faute. C'est la sincérité. Juste. Oui. Et puis on peut naturellement, il faut savoir reconnaître ses erreurs avec clairvoyance, sans forcément le dire, mais le savoir au moins par honnêteté envers soi-même, quoi. Bien sûr, et ça nous permet de continuer. Oui. Merci de cet échange, Jacques. Merci beaucoup. J'étais content de vous parler. Et nous aussi, on était contents de vous entendre. Merci, Jacques. On fait une petite pause sur Sud Radio 0826 300 300. On se retrouve dans un instant. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Gilles Le Gardinier est avec nous à l'occasion de la sortie de ce livre aux éditions Flammarion. J'ai commencé par mourir. Votre héros, commence par un grave accident de voiture et bien d'autres péripéties, mais je n'en dirai pas plus. C'est un thriller qu'on lit vraiment que du début à la fin, et on en a pour son argent parce qu'il y a 500 pages. Donc bravo. Mais nous, là, on essaye justement de donner du sens à notre vie avant de mourir, justement. Et c'est Delphine qui nous rejoint. Bonjour Delphine. Bonjour Gilles. Bonjour Delphine. Alors, vous avez fait un burn-out, c'est ça? Et c'est ce qui vous a fait basculer, si je puis dire? Ouais, c'est un peu ça. Enfin, c'est même complètement ça. Basculer, j'ai envie de dire, j'espère juste pas du côté obscur de la force, mais je crois pas. Disons que moi, jusqu'à il y a 2 ans, j'étais vraiment dans un mode très exécutant, j'ai envie de dire, parce que un peu l'histoire personnelle, un peu les modèles sociétaux, l'âge aussi, parce qu'entre 30 et 40, c'est plutôt les âges où on construit tout ce qui va bien dans sa vie, même 25-40, je dirais. Donc, tout ce qui va bien. Qu'on a ses enfants, qu'on leur donne une éducation, etc. On construit un peu son parcours professionnel. Et puis un jour, il y a un petit caillou dans l'engrenage qu'on voit pas arriver, qui reste calé dans la roue, qui grossit, et puis ça fait un gros trou. Chez moi, ça fait un gros trou qui s'est manifesté physiquement, donc j'ai complètement perdu connaissance. J'ai fait comme les PC, j'ai fait reset. Et puis, après ça, je me suis retrouvée coupée même de ma cellule familiale au sens strict, parce qu'il a fallu que je me rende en hôpital pour pouvoir faire un peu... Mon médecin avait parlé à l'époque d'un travail un peu ascétique. En tout cas, pour rendre l'hospitalisation acceptable pour moi, il avait fait une comparaison avec la mission démoniale. À l'époque où des personnes, justement, des religieuses qui étaient de s'extraire du monde humain pour faire une ascèse. Et pour le coup, ça a été un exercice, alors de l'ascèse, que dire, parce que je pense que c'est pas juste dans l'hôpital qu'elle se passe. Je pense qu'il y a une prise de conscience à ce moment-là. Et puis ensuite, le chemin, il se déroule. Mais ce qui est certain, c'est qu'en termes de sens, alors, il n'est pas forcément, j'ai envie de dire, un accident ou quelque chose. Je ne sais pas ce que vous pourrez me dire de ça, un accident. Mais je crois qu'il peut y avoir un événement dans la vie qui fait que tout à coup, il y a une brèche qui s'ouvre et puis qu'on reprend une respiration et que, pour le coup, on ne se comporte plus de la même façon et que on décide de mener un peu cette espèce de quête de sens, ou en tout cas de ne plus faire les choses sans cela. Il y a eu un avant et un après. Est-ce que je peux oser vous demander quel a été le caillou dans l'engrenage? Vous n'êtes pas obligé de répondre, bien sûr. Non, ça me dérange pas. Alors, le caillou dans l'engrenage, c'était des violences sexuelles quand j'étais petite. Et qui ont été complètement enfermés dans une boîte de Pandore pendant plusieurs années, parce que le contexte familial, l'histoire et l'éducation ont fait qu'on n'en parle pas, toutes ces choses-là. Et puis un jour, un médecin qui a été bienveillant a établi le contact par la parole, et ça a ouvert la boîte de Pandore un peu, je dirais. Et puis, on a commencé à réparer. Et puis, quand on commence à réparer et qu'on n'est pas dans le faire, on fait. Puis, des fois, on surinvestit le faire. Voilà, moi, c'est ce qui m'est arrivé. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on m'a lancé dans le faire, j'ai compris que c'était la voie pour se guérir. Alors, j'ai fait, jusqu'à consommer du fer. Mon agenda, mon médecin, quand j'ai été hospitalisée, il a employé un terme très juste. Il m'a dit « Je suis sûre, Delphine, que votre agenda ressemble à un jeu de Tetris. » Et honnêtement, Tetris, c'est ce petit jeu où on assemble des briques pour en faire quelque chose de parfaitement équilibré. Et ma vie, c'était vraiment ça. Ma vie, c'était du Tetris. J'empilais des briques. Voilà.
Et à partir du moment où quelqu'un met le doigt sur vous êtes en train d'empiler des briques. C'est important ce que vous dites, Delphine, et je vais le dire un petit peu différemment pour que tout le monde prenne bien le sens de ce que vous venez de dire. Lorsqu'on traverse une épreuve qui fait très très mal, qui dévaste de l'intérieur, c'est en effet une solution pour a priori ne pas trop souffrir, c'est de faire du fer, hein, comme vous le dites très justement. Sauf que non, parce que à l'intérieur ça continue à s'écrouler, alors qu'à l'extérieur on croit que ça tient. Et c'est pour ça que vous avez fait ce fameux burn-out, parce qu'en effet, mais en même temps, c'était trop douloureux pour peut-être à ce moment-là travailler sur l'intérieur, et donc il valait mieux en effet remplir son temps, remplir remplir. Et c'est important. Oui, allez-y, je vous en prie, Delphine. C'est vraiment le processus. Et avant ça, c'est-à-dire que c'est fou finalement en tout cas, le constat que je fais aujourd'hui, c'est fou tous les biais que peut prendre un cerveau d'humain pour ne pas avoir une blessure. Parce que moi, avant de connaître ce fer, et j'avais connu plus jeune des troubles du comportement alimentaire qui masquaient toujours ce bobo-là, entre guillemets. Donc j'ai rempli d'abord physiquement, puis après j'ai rempli physiquement d'une deuxième façon. Et en fait, à quelque part, un des raisonnements que je retiens aujourd'hui par rapport à ces expériences-là, c'est que parfois son cerveau peut être son meilleur ennemi. Et que quand il veut pas, ou quand la conscience, ou je sais pas comment... Alors Delphine, oui et non, parce que il faut quand même ne pas oublier que énormément de jeunes vont se suicider à cause d'abus sexuels. C'est peut-être mieux que votre cerveau ait fait ce blackout. Je suis d'accord avec Brigitte, le cerveau cherche d'abord à vous faire survivre dans l'immédiat. Voilà, exactement. Et le mensonge est parfois, ou l'autosuggestion est parfois la bouée qui vous évite la noyade. Vous voyez, Delphine, il faut être indulgente avec votre fonctionnement. Il vous a certainement sauvé peut-être d'un suicide ou d'une prise de risque. On sait aussi qu'il y a énormément d'accidents de voiture, par exemple, très graves, chez des adolescents qui ont eu des enfances massacrées. Donc je crois qu'il vous a un peu sauvé, votre cerveau. Et pour le coup, en tout cas, ce qui est sûr, oui, enfin là où j'acquiesce d'un vrai oui dans ce que vous me dites, ce que je prends de ce que vous me dites, c'est que ce qui est sûr, c'est que ça m'a maintenu en vie jusque-là, ça m'a permis quand même, et c'est pas la moindre des choses, déjà ça. Ensuite, de la donner, la vie, parce que j'ai eu mes 2 enfants, j'ai rencontré mon mari, j'ai eu mes 2 enfants. Si j'ai envie de dire 2 fiertés, c'est ces 2-là. La 3e, c'est d'être encore aujourd'hui en couple après 20 ans de mariage et toute cette traversée. Donc l'aventure, elle est là, et finalement le sens aussi. C'est-à-dire que dans les moments où on peut croire que tout part en vrille, j'ai envie de dire, comme on dit très trivialement, c'est précisément ces petites choses du quotidien qui nous nourrissent sans que ça en ait l'air, qui j'ai envie de dire, comme des petits cailloux se mettent à briller et qui nous raccrochent en fait. Il y a une des infirmières qui a fait partie de l'équipe qui me soignait, qui m'a dit quand je suis rentrée à l'hôpital, Delphine, c'est quoi vos pansements? Mon pansement, c'est mon mari et mes enfants. Et quand elle parlait de pansement, elle voulait parler des choses qui nous raccrochent à la vie, les sparadraps qui nous raccrochent à la vie. Et finalement, aujourd'hui, le sens, en tout cas ce qui me nourrit, il est là. Dans le développement de mes enfants, dans la façon dont j'investis la relation avec mon mari, dans la façon dont j'investis la relation avec moi, dans la façon dont je partage avec les autres. Oui, dans la manière dont vous vous reconstruisez. Oui, dans la façon finalement où on prend sa place, j'ai envie de dire. Eh bien, c'est déjà bien de prendre sa place. Voilà, un vrai sens pour sa vie, de prendre sa place. Il y en a une, mais en tout cas, je crois que ça, à partir du moment où on se sent juste bien où on est, ça peut être suffisant. Après, on peut aller, si on veut parler de sens, j'imagine que pour tout à chacun, il y a plein d'endroits où on peut en trouver, et c'est bien à chacun de trouver le sien d'ailleurs. Ah bien sûr, alors là on est bien d'accord, on va pas donner le sens qu'il faut avoir, chacun va trouver le sens de sa vie, et peut-être que grâce à ces 2 heures, il y en a plus qui le trouveront. C'est juste ça notre objectif, Gilles Le Gardinier. Être utile, modestement, Merci beaucoup Delphine, en tout cas merci de ce témoignage. On continue dans un instant avec le Love Conseil du jour. Est-ce que la sexualité d'un homme change lorsqu'il devient père ? Dans un instant, retour de Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Brigitte Lahaie, Sud Radio, le sexe au conseil. Eh bien, Gilles Le Gardinier, je sais que vous êtes papa, hein, bon, mais je ne veux pas vous poser la question, je veux juste donner quelques conseils dans ce sexe au conseil. Justement, la sexualité d'un homme change-t-elle lorsqu'il devient père? On sait que pour la femme, sexualité et reproduction sont souvent très liées, et la grossesse, elle provoque des bouleversements hormonaux importants, l'accouchement des modifications physiques, donc souvent la sexualité de la femme est différente après la naissance des enfants. L'homme, en tout cas sur le plan biologique et anatomique, ne subit aucun bouleversement particulier. Néanmoins, sur le plan psychique, devenir père, c'est quand même une véritable transformation. Et on remarque que dès la grossesse, d'ailleurs, le comportement d'un homme peut changer. Il y en a certains qui ne vont plus oser toucher la future mère, d'autres qui auront envie d'aller se rassurer ailleurs. Et donc, tout ça n'est pas anodin. Il est certain que la relation que l'homme avait avec sa mère va jouer dans cette histoire. Et une fois qu'il est devenu père, il y a des hommes qui vont se sentir beaucoup plus responsables, qui vont prendre conscience de ce qu'est la vie, c'est-à-dire notre condition, non pas d'immortel, mais de mortel. Et puis d'autres vont développer des trésors de tendresse dont ils se seraient crus tout à fait incapables. Donc le comportement de l'homme se modifie, et à cela, évidemment, s'ajoute une vision différente de leur compagne qui est devenue mère. Alors, certains vont avoir plus de mal avec leur épouse devenue mère parce qu'elle est devenue dans leur imaginaire toute puissante. D'autres peuvent malheureusement se mettre à la mépriser. On sait que c'est à ce moment-là que parfois certains hommes violents se mettent à battre leur femme une fois qu'elle est devenue mère parce que ça les renvoie évidemment à leur propre histoire. D'autres vont l'idéaliser et puis d'autres, heureusement, vont au contraire parce qu'ils ont vécu ce moment-là, et c'est généralement quand la grossesse est partagée dans le couple, vont être encore plus dans une sexualité épanouie, voilà. Et puis c'est vrai que c'est une période critique, et il faut bien aussi comprendre ce qui se passe chez l'homme pour mieux comprendre la sexualité du couple après la grossesse. Voilà. Vous voulez ajouter quelque chose ? Alors non, j'écoute, j'apprends. Moi, j'ai eu qu'un couple et que 2 enfants. Mais après, là encore, vous le dites, et dans l'éventail des possibilités que vous présentez, la nature des gens est profondément déterminante. C'est-à-dire que s'il y a eu de l'écoute, c'est une aventure commune, parce qu'on a souvent, nous, en tant qu'hommes, l'impression d'être éjectés de la maternité, alors qu'en fait, on est pour 50% dans l'affaire, pour ceux qui s'occupent de leurs enfants et qui s'occupent de leur épouse. Et moi, j'ai coutume de dire que de tous les métiers que j'aurais fait, celui que je préfère, c'est père. Et je n'aurais pas pu le faire sans Pascal, et je n'aurais pas pu le faire sans couple. Et c'est un privilège de vivre ça. Mais après, chacun vit à sa façon, et malheureusement, je ne peux ni parler, je ne veux certainement pas parler pour mes congénères, mais il faut que les gens se sentent libres et vrais. Voilà, mais il faut pas, c'est pas anodin, contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est pas anodin. Alors, notre débat du jour, pour ou contre. Alors j'ai lancé ce thème, la famille et ce qui donne le plus de sens. On l'a entendu depuis le début de l'émission. C'est ce que pense Alexandra qui est avec nous. Bonjour Alexandra. Bonjour Brigitte, bonjour Monsieur Le Gardinier. Donc vous êtes convaincu, c'est la famille qui donne le plus de sens à sa vie, et Alex n'est pas tout à fait d'accord. Bonjour Alex. Oui, bonjour Brigitte, Gilles et Alexandra. Eh bien, comme toujours, c'est Alexandra qui va commencer à donner son avis et à essayer de convaincre Alex. Oui, écoutez, moi je suis convaincue de ça, mais forcément je le suis que depuis que je suis moi aussi maman. Vous l'avez dit, Monsieur Le Gardinier, c'est un privilège de le devenir, et du coup la vie prend tout son sens. En tout cas, moi j'ai trouvé à ce moment-là. Voilà, je suis devenue maman à 30 ans, rien d'exceptionnel, ni trop jeune, ni trop âgée. Mais avant ça, voilà, comme j'ai pas mal baigné de par mes études dans tout ce qui est écologie, environnement, etc., j'étais assez... il y a un terme maintenant qui définit ça, qui parle d'éco-anxiété. Et oui. J'étais un peu dans cette dynamique-là. À force d'entendre toutes les catastrophes qui allaient arriver, je me suis dit, on n'est pas dans de très beaux draps. Et du coup, l'arrivée des enfants, j'ai trouvé que ça avait donné vraiment un autre sens
Et le côté irréversible d'avoir des enfants donnait un sens magistral à la vie. D'accord. Voilà. Et Alex, qu'est-ce que vous répondez à Alexandra ? J'allais dire, en fin de compte, par rapport à ce que dit Alexandra, pour elle, je pense que c'est pas forcément la famille, mais plutôt devenir parent qui lui donne un sens à la vie. Parce que pour moi, dans la famille, il y a aussi mon père, ma mère, les frères, les sœurs qui rentrent dedans, pas forcément le fait d'avoir des enfants. Et je peux comprendre qu'effectivement, quand on a des enfants, il y a un autre sens qui arrive. Moi, on va dire la famille, je viens un beau cocon familial, mais j'ai pas eu cette valeur de famille. Donc, si vous voulez, voir mes oncles, mes tantes, mes cousins, ça n'a pas forcément été quelque chose qui était très, très souvent. Après, j'ai connu pas mal de détails qui ont fait que j'ai une construction familiale qui a été différente. Maintenant, donc, je suis père de 2 enfants. Alors, ça a changé beaucoup de choses, on va dire. Alors, des personnes disent des fois, c'est pas cool de dire ça, mais ça m'a retiré certaines libertés que j'avais avant. Parce que maintenant, il y a des responsabilités. Parfois, j'aime à dire pour provoquer certaines contraintes. Bien sûr, maintenant, oui, bien sûr. Les week-ends, des enfants, pour moi, c'est des contraintes. Le week-end, il faut emmener un au foot à telle heure, l'autre à telle heure, à telle heure. Et du coup, au bout d'un moment, mes week-ends, j'ai plus le week-end à moi. Et j'allais dire, c'est un petit peu comme le couple. L'image du couple, c'est 1 plus 1 égale 3. Il faut jamais s'oublier dans le couple. Et je pense que si on ne vit que pour sa famille, au bout d'un moment, je pense qu'on ne vit plus. Voilà. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui ont donné un sens à leur vie à travers des passions, à travers plein de choses. La famille peut en faire partie, mais pour moi, il n'y a pas que ça. Écoutez, je suis ravie de votre débat tous les deux parce que pour une fois, vous n'êtes pas du tout sur la même longueur d'onde, même si bien sûr... Et en même temps, parce que finalement, ils ne sont pas antagonistes dans leur vision, parce que c'est juste une question où on place le curseur. Oui, Alexandra a l'air de donner énormément, et Alex a l'air de vouloir donner, ou de donner moins, je ne me permets pas de juger, mais ils sont finalement dans l'acceptation d'une famille à laquelle il convient de garder une limite. On va laisser Alexandra répondre à Alex. Alexandra, allez-y. Oui, tout à fait. Je me trouve pas totalement antinomique avec ce qu'a dit Alex, puisque effectivement, quand je dis le côté irréversible des choses, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et du coup, moi aussi, mon premier sentiment a été un peu cette privation de liberté. Que comme dit, j'ai eu mes enfants à 30 ans, donc j'avais vécu avant et j'avais eu beaucoup de liberté de vivre. Mais justement, comme j'étais consciente de la chance qui m'était donnée d'être maman. Oui, mais Alexandra, ce que dit Alex, qui me semble intéressant et pour tous ceux qui écoutent, c'est qu'au fond, c'est bien sûr, on va pas dire le contraire, les enfants donnent du sens à sa vie, c'est évident, mais est-ce que pour autant il faut négliger sa passion? Est-ce qu'il faut pour autant négliger quelque chose qui serait plus personnel, parce que c'est bien ça que vous vouliez dire, Alex, Oui, tout à fait. C'est comme on voit qu'il y a beaucoup de personnes, le sens de leur vie, c'est leur travail. C'est pas forcément la famille. Il y a des gens qui vont... Je sais pas, je dirais, alors, j'ai aucune idée, mais j'imagine des grands chercheurs qu'on a eu à différentes époques. Est-ce que c'était la famille qui était le plus important pour eux, ou c'était absolument de travailler sur quelque chose et de trouver... Je crois qu'Einstein n'était pas très famille, non? Voilà. Les lettres de sa femme. Et au final, il y a des personnes, heureusement, entre guillemets, que c'était pas la famille qui les guidait, que c'était d'autres choses. Mais c'est pour ça que j'aime bien votre débat, parce qu'il montre bien qu'il n'y a pas une vérité, quoi. Et vous avez raison, Alex, il y a des gens qui ont sacrifié leur vie pour l'humanité, je veux dire, soit parce qu'ils ont inventé des choses, soit parce qu'ils se sont battus pour sauver leur pays, soit parce qu'ils ont créé des choses qui aujourd'hui, par exemple Léonard de Vinci, je suis pas sûre qu'il était très famille non plus, il était tellement dévoré par son art. Donc voilà, mais en même temps, Alexandra, elle, vous le dites, Alexandra, est-ce que vous avez une passion, Alexandra, ou pas? Oui, absolument. J'ai la passion des chevaux, j'ai la passion de la vie et de l'environnement et de la nature de manière générale. Et ce que je voulais juste rajouter, c'est que moi j'ai eu un environnement familial pas hyper riche, mais pas non plus catastrophique, on va dire dans la moyenne. Et en fait, ce que je ressens aujourd'hui, c'est que je mets beaucoup l'accent sur ce côté enfant, parce que je sais que c'est vraiment une toute petite période qui sur toute une vie, finalement ne représente que... Oui, vous voulez pas passer à côté de ces moments exceptionnels. Voilà, exactement. Je veux pas passer à côté. J'en oublie pas mes passions pour autant. Je continue à monter à cheval, c'est pas la question. C'est un équilibre familial aussi à trouver pour justement se sentir bien. Et je dis pas que c'est le sens numéro 1, mais c'en est un. Enfin, c'en est un que je veux pas louper parce que justement ces années passent trop vite, quoi. Gilles Le Gardinier, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter
C'est de nature, et il y a une infinité de natures dans l'humanité, il faut les respecter, c'est-à-dire qu'effectivement, je les sens pas du tout antinomiques. Ils sont pas en opposition. Non, vraiment, c'est chacun place le curseur où il veut en fonction s'il a envie, si Alex a envie d'avoir des passions et que ça peut donner quelque chose pour lui ou pour d'autres, c'est formidable. Après, le curseur, même dans une vie, c'est-à-dire que ça peut changer. C'est-à-dire que moi, j'ai toujours été frappé pour moi, plus les enfants ont grandi, plus les relations étaient complexes et denses, et plus je me suis investi avec eux. Il y a une question de curseur dans le temps et dans la nature qu'on a. Donc la liberté de chacun, elle est juste essentielle à cet endroit-là. Je vous laisse conclure, Alexandra. Alex, qu'est-ce que vous avez envie d'ajouter ? Oui, non, oui. Si, je veux bien, mais je veux bien laisser la parole à Alex. Alors Alex, d'abord, oui. Ce que j'allais dire, c'est que je comprends totalement le fait que la famille puisse donner un sens. Comme on disait, il y a tellement de possibilités. Oui, par contre, de dire que ça serait le seul et unique, voilà, c'est ça que je voulais dire. Moi, c'est que c'est pas le seul et unique, mais bien sûr que ça en donne un. Voilà, chacun trouvera le sens à mettre à sa vie. Comme j'entends dans les émissions, je crois, Gilles, des fois vous disiez que vous n'avez pas forcément trouvé le sens par rapport à votre vie. Moi, des fois, j'ai l'impression que le sens pour ma vie, ce serait peut-être d'aider les autres. Et c'est pas forcément en basant sur ma famille que ça va le faire. Mais voilà, je comprends totalement qu'il y a des gens pour qui ce soit les enfants, il y a des gens pour qui ce soit autre chose. Voilà, tant que les personnes sont heureuses, c'est ce qui est le plus important. De toute façon, c'était ça le titre du débat. La famille est ce qui donne le plus de sens à sa vie. Donc vous avez raison, Alex. Vous n'étiez pas d'accord avec cette affirmation. Alexandra, le mot de la fin ? Écoutez, voilà, merci encore de nous donner la parole sur tout ça. Tous les points de vue sont intéressants à entendre. Donc, comme toujours, on apprend plein de choses. Merci à vous. Merci d'avoir participé tous les deux, Alexandra. Merci Alex, merci Alexandra. Gilles Le Gardinier, on va bientôt conclure et on se retrouve dans un instant sur Sud Radio. Ne bougez pas. Dans un instant, retour de Brigitte Lahaie, Sud Radio. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Et nous allons conclure avec David, mais avant je voulais reparler de ce livre. Gilles Le Gardinier est avec nous. C'est ce roman qui m'a donné envie de ce thème, donner du sens à sa vie. Ça s'appelle « J'ai commencé par mourir ». C'est aux éditions Flammarion. C'est l'histoire d'un homme pour qui tout va bien dans sa vie jusqu'au jour où il hérite d'un manoir en Écosse. Et là, ses ennuis commencent. Et il frôle la mort, etc., etc. Je raconterai évidemment pas l'histoire, mais c'est un livre qu'on lit avec beaucoup d'intérêt et c'est un livre, j'allais dire, très humain. On voit votre héros qui s'intéresse aux autres, qui décèle ce qui se cache derrière l'apparence des autres, et c'est pour ça que j'ai eu envie de vous recevoir 2 heures dans cette émission. Voilà. Et je vous en remercie. J'ai commencé par mourir aux éditions Flammarion. Bonjour David. Bonjour Brigitte, bonjour Gilles. Bonjour David. Et déjà, enfant, vous vous posiez la question de la mort, je crois, David. Oui, assez précocement. Pourquoi ça devait s'arrêter un jour, en fait. tout allait bien. Parce que ça a commencé un jour. Il faut bien que ça s'arrête un jour. Oui, mais ça m'aurait bien plu d'être que tout le monde vive tout le temps, quoi. Puisque je vis une vie plutôt agréable, émotionnellement stable, bien entourée et voilà, épanouie. Donc franchement, je voyais pas pourquoi il y avait ça. Mais donc, par contre, c'était inéluctable. Donc que cette fin était inéluctable. Donc qu'est-ce que j'allais faire entre ces deux moments? Et j'avais une tendance enfant aussi à regarder beaucoup vers le passé. Je me souviens, j'étais assez déjà en primaire, je regardais ce que je faisais en maternelle, et puis voilà, j'étais assez tourné vers le passé. Vous diriez mélancolique un peu ou... Un peu mélancolique. Mais une mélancolie douce, pas triste. Oui, un peu romantique. Voilà, exactement. Et avec le temps, maintenant j'ai plus tout à fait l'âge d'être à l'école primaire, ce qui a pas mal changé, c'est que je suis plus focalisé déjà sur l'instant présent, sur l'acceptation que il y a des choses qui m'échappent, j'ai mis du temps à m'en libérer. Je pensais que je pouvais tout changer, ou en tout cas que je pouvais avoir une influence sur tout contrôler, vous diriez? Tout contrôler, non, mais il faut avoir une influence, que je pouvais faire en sorte que résoudre. Aujourd'hui, je continue de résoudre ou de faire en sorte de, mais
Voilà, j'admets ma condition d'être humain. Pendant très longtemps, j'aurais voulu être un super-héros aussi. Donc, voilà, d'être déjà un super-humain, c'est pas mal. Ou un humain tout simple. Donc, la temporalité, ça aide aussi pas mal à se dire le sens de la vie, c'est au moins d'agir là où je peux. Alors, vous êtes en train de devenir sage, David. Voilà, c'est un peu... C'est la parfaite définition, oui. C'est un peu ça. Et l'autre aspect, c'est qu'au fil du temps, même si je suis un homme occidental, donc on va dire que matériellement, je suis bien équipé et j'ai pas mal de choses qui m'appartiennent en termes de biens matériels. En fait, dans ma vie, c'est pas... Finalement, j'ai bien découvert que c'est pas ça qui me faisait le plus vibrer. Donc, j'ai finalement assez peu de désirs matériels. Alors, on va dire que la vie m'a délaté, donc je serais bien mal à propos de dire que ceux qui n'ont rien devraient faire comme moi, se contenter de pas grand-chose. Mais c'est pas vrai, parce que j'ai en effet une maison, j'ai pas mal de confort. Mais je dirais que je ne fixe pas mon attention, mon alpha ou mon oméga sur l'aspect matériel, plutôt sur l'aspect émotionnel et l'aspect relation avec les autres. Donc, que ce soit dans mon milieu professionnel. Donc déjà, le métier que je fais, il a un sens par rapport à mes valeurs profondes. 30 ans que j'exerce dans la même profession qui me correspond vraiment. Et c'est quoi votre métier ? Moi, je travaille dans le domaine de l'assistance. D'accord, oui. Donc j'ai fait beaucoup de métiers différents à l'intérieur, mais toujours dans une société d'assistance. Et donc voilà, venir en aide aux autres. Voilà, ça me parle. Ça donne du sens à votre métier et donc à votre vie. Oui, voilà, parce que ça on l'a pas dit depuis le début, mais on est idiot parce qu'on aurait dû le dire. C'est vrai que lorsqu'on a la chance de faire un métier qui nous plaît et qui donne du sens, c'est déjà chouette. Et j'ai toujours fait des choix plutôt de carrière autour des gens avec qui j'allais travailler. Donc, lorsque j'étais moins en phase avec les gens avec qui j'allais travailler, je partais. Et puis là où j'étais bien avec des gens avec qui je restais, même si potentiellement, par exemple, j'aurais pu peut-être avoir des salaires un peu plus élevés en prenant d'autres risques et d'autres organisations. Puis enfin, donc, moi, ce qui m'enchante au quotidien, c'est j'ai la chance d'avoir pu constituer une famille. Et ma relation actuellement avec mes enfants et ma compagne, quelque part, c'est très riche et m'apporte beaucoup. Donc le sens de ma vie, c'est un peu tout ça à la fois, quoi. Moi, ce que j'aime bien dans votre témoignage, c'est que vous avez l'air d'être assez chanceux. Hein. J'ai l'impression que vous n'avez pas traversé des choses très très difficiles. Et malgré tout, vous avez une belle philosophie. Vous avez des valeurs qui sont tout à fait respectables. Conscient de l'être, vous êtes conscient de la chance que vous avez et vous en faites quelque chose apparemment, c'est ça ? D'être chanceux, oui, ça totalement. Mais justement d'en avoir conscience, je pense que le fait d'en avoir conscience et d'y apporter de l'attention, je crois que pour moi la définition du bonheur, c'est continuer de désirer ce qu'on en a déjà. Et donc ça veut dire aussi une capacité de s'émerveiller au quotidien. C'est très bouddhiste ça. Oui, mais vous avez aussi envie de donner à d'autres qui n'ont peut-être pas eu votre chance aussi. C'est en ça que je dis que vous avez une valeur humaine qui est plutôt respectable. Dans le rapport humain, si on ne donne pas et si on n'échange pas... et si on ne reçoit pas, ça va dans les deux sens. Donc c'est un peu pauvre, on va dire. Donc oui, bien sûr que de partager avec les autres... Oui, mais on sait très bien aujourd'hui qu'on est dans une société où le profit l'emporte souvent sur la qualité des gens qui bossent dans une boîte. Hein. Ouais, mais c'est... oui, à la fois oui, je dirais. Oui, parce que bien sûr, en plus, on sélectionne souvent des profils en termes de carrière, des gens qui font des grandes carrières, plutôt des profils de personnes carriéristes, on va dire, et donc dans un domaine un peu de compétition, et parfois de compétition des détriment des autres. Donc on va dire que l'aspect général du monde du travail aura tendance à promouvoir ce type de profil, mais c'est pas exclusif. On a d'autres profils qui peuvent très bien aussi s'exprimer, et surtout sur la masse des collaborateurs ou des gens qu'on rencontre dans le monde du travail, en tout cas que moi je rencontre. Alors, je travaille dans une structure un peu spéciale certes, mais même quand je m'en ouvre à d'autres, finalement on n'est pas que une addition d'égoïsme. Non, heureusement que tout n'est pas comme ça. C'est bien plus général qu'on le croit, même si on s'attache souvent à regarder les exemples qui nous indiquent que le plus égoïste et le plus performant
les plus égocentriques, finalement, c'est lui qui a le mieux réussi. C'est pas forcément le cas et c'est plus partagé qu'on ne le croit, je pense. Après, par contre, oui, quelle place on y met et quelle conscience on a de la place que l'on donne à ce partage. Je pense que ça, oui, on a parfois du mal à l'exprimer ou à pouvoir le matérialiser. Après, je suis d'accord avec vous, David, mais la perception qu'on a du monde est celle qu'on nous donne. Celle qu'on vit est différente. C'est-à-dire que je suis complètement d'accord avec vous sur le fait qu'effectivement, parfois, ce sont certains profils, certains buts, certains mécanismes du capitalisme, de la vie, de l'humanité qui sont mis en avant. Mais la pratique qu'on en a tous les jours, si on arrive à donner sa juste place à ces représentations souvent illusoires, elle est quand même beaucoup plus positive et beaucoup plus humaine. C'est-à-dire, sur le terrain, les gens ont plus de cœur. Sur le terrain, les gens sont plus engagés. Sur le terrain, les gens sont plus proches des réalités que l'image qu'on nous en donne. Et puis il y a des études qui ont été faites lorsque le chef d'entreprise est plutôt humain et essaye que ses collaborateurs soient dans le bien-être. Généralement, ça marche mieux. Les gens se dévouent plus et l'entreprise marche mieux. Donc, restons sur cette note positive. Complètement. Mais c'est possible en tous les cas, je l'ai expérimenté. Complètement, oui. Je suis d'accord avec vous, complètement. C'est possible. Mais tout le monde, il n'est pas gentil et tout le monde, il n'est pas beau. Hein. Il ne faut pas non plus se raconter d'histoire. Hein. Voilà. J'ai appris aussi à ne pas penser que tout le monde pensait comme moi. Ça, c'est une autre découverte que j'ai fait que la vie m'a appris. mais justement, quelque part, un des combats qui vaut d'être mené, c'est de continuer à porter ses propres valeurs, même si on sait qu'elles ne sont pas forcément partagées, et même si on sait qu'on va croiser des gens et que certaines personnes vont être plutôt pas gentilles, en effet. Moi, j'adore ce que vous dites, parce que si en effet on se conduit comme on pense qu'on est, et si on essaye autour de soi d'être cohérent avec ce qu'on est, le monde irait déjà beaucoup mieux. Oui, ça c'est sûr. L'intégrité. Complètement. Oui. mais surtout, je crois qu'il faut quelque part aussi parfois être capable d'être généreux sans attendre un retour. Pour de vrai. C'est la seule façon de l'être vraiment, David. Voilà, c'est exactement ça. C'est qu'en effet, si je me disais, quand je tends la main, il y en a certains, ils vont se servir plus qu'ils n'auraient dû. Bon, mais si à chaque fois je suis comptable et en train de quantifier exactement combien que j'ai donné un tel et de dire est-ce que j'ai eu le retour positif ou est-ce que ça a été bien pris à sa juste ampleur, Oui, mais en même temps, et je vais m'expliquer, ne prenez pas ça au pied de la lettre, on donne jamais gratuitement, on donne aussi pour se faire plaisir parce qu'on est généreux. Ah oui, mais c'est pas une douleur de donner. Non, mais je veux dire, il y a des gens qui sont plus. Encore une fois, vous aimez bien le terme de nature, Gilles Le Gardinier, j'ai remarqué. Il y a des gens qui naturellement sont très généreux et d'autres qui naturellement sont plus. Peut-être parce qu'ils ont moins les moyens, peut-être parce qu'ils sont plus à vouloir garder pour eux. Mais ça dépend aussi des gens. Hein. On n'est pas généreux tous de la même manière. Hein. Non. Là encore, vous avez raison, il faut suivre sa tendance, sa nature et le faire sans rien attendre en retour. Bon, ça parce que ça nous plaît. Oui, parce qu'on a envie de faire plaisir ou on a envie d'être généreux et on se fait du bien, de toute façon, quand on est généreux. Donc, il ne faut pas s'en empêcher. Écoutez, merci David, et puis merci et bravo pour cette sagesse. On conclut donc avec un témoignage de quelqu'un qui a compris qu'on ne pouvait pas agir sur tout et qu'il fallait accepter, s'adapter. C'est ça aussi la vie. Hein. Ça n'est que ça, oui. Merci David, merci beaucoup Gilles Le Gardinier. Je rappelle ce roman, j'ai commencé par mourir, c'est aux éditions Flammarion. Je montre le livre pour ceux qui nous regardent peut-être bah oui, on est filmé maintenant. Hein, oui, mais le livre mangé, Brigitte. Ah bah oui, mais c'est pas grave. Le livre dévoré, j'adore. Moi, j'adore. C'est ma jeune chienne qui traînait sur la table de nuit. Ça prouve que je l'ai lu. Voilà. Et puis demain, nous serons avec Arthur Vernon. On verra comment rendre sa sexualité plus ludique. Et tout de suite, bien sûr, vous retrouvez Alexandre Delovan. Non, pardon, excusez-moi, c'est Marie aujourd'hui. Je suis désolée, c'est le lundi, c'est Marie. Je devrais commencer à le savoir. Vous retrouvez donc Marie pour C'est votre avenir et je vous dis à demain. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.